Chers amis, bonjour et merci de nous retrouver dans cette nouvelle capsule de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, et en présence toujours de la complicité du DAF qui, ma foi, aujourd'hui, ce matin, est comme d'habitude un petit peu au bout de sa vie. Alors aujourd'hui, nous avons décidé, après la session sur Milton Friedman, de vous parler d'un autre économiste de grande valeur en la personne de Schumpeter. Alors Schumpeter est un économiste intéressant parce qu'il n'est pas à proprement parler, il est autrichien, mais il n'est pas à proprement parler dans l'école autrichienne per se. C'était un économiste beaucoup plus hétérodoxe qui était à la marge de... Il était très éclectique. Très éclectique. Donc moi, je vais prendre sur moi, donc, comme de la dernière fois, de refaire un petit qui était-il, où était-il né, voilà. Et puis Charles vous parlera après des grandes idées. Excusez-moi, le DAF se fait beaucoup remarquer ce matin, il fait n'importe quoi. Donc Schumpeter est né en 1883 à Trièche en Moravie, qui était l'empire d'Autriche-Hongrie. Et il a été naturalisé américain. Il avait un père qui était industriel du textile, qu'il perd à l'âge de 4 ans. Il est passionné par l'Antiquité gréco-latine. Et donc, il entre en 1901 à la faculté de droit de Vienne et il s'intéresse par suite à la sociologie. Il était très proche, alors on va y venir, en 1908, il publie son premier ouvrage, Nature et essence de l'économie théorique, qui lui permet d'obtenir un poste de professeur associé en économie politique à l'université de Czernowitz. Il publie alors la première édition de sa théorie de l'évolution économique en 1911, ouvrage qui s'affranchit du cadre néoclassique. C'est là où il commence à mettre véritablement en valeur le rôle de l'entrepreneur, ce qui sera véritablement l'angle et l'immense différence de Schumpeter par rapport aux autres économistes et sa critique de Marx et d'autres économistes. C'est-à-dire qu'en mettant en rôle l'entrepreneur, il sort de la confrontation capital-travail. Il dit il y a autre chose, il y a une troisième entité qui est l'inventivité humaine. Et donc il réintroduit l'humain dans l'économie. Et ce faisant, il plombe toute la théorie de Marx sur la valeur travail, qui ne s'en est jamais remis, même si tous les autres font semblant de ne pas savoir lire. De 1911 à 1919, il enseigne en tant que professeur à l'université de Graz en Autriche avec Max Weber, dont il a été très influencé. Il a été très influencé par la sociologie. En 1913-1914, il est professeur à l'université de Columbia. Alors, ça c'est intéressant parce qu'il est brièvement ministre des Finances de 1919 à 1920 dans un gouvernement de coalition au moment où l'empire austro-hongrois s'effondre. C'est écroulé, c'est-à-dire que il reste plus que l'Autriche. Et Vienne, qui était la capitale de l'Empire, se retrouve capitale d'un tout petit pays, mais dimensionné pour un énorme empire. Donc, ça crée des problèmes monstrueux à l'Autriche qui a sauté dans ces années-là. Et alors, ensuite, ça c'est souvent cité aussi, il dirige pendant 4 ans une banque privée, la banque Biedermann à Vienne, et la banque fait faillite en 1924. Ça n'a pas été la seule, mais c'était pas facile de gérer une banque à ce moment-là, puisque justement la rentabilité des entrepreneurs s'écroulait du fait des barrières douanières qui montaient. Et si vous avez prêté à des gens qui font faillite en tant que banque, en général, vous vous portez pas bien, quoi. Donc oui, il a mis en quelque sorte les mains dans le cambouis, aussi bien dans le politique, quand il était ministre des Finances, que quand il était directeur de cette banque. Et il a échoué les 2 fois, parce que c'était au-delà des forces humaines de réussir à Vienne à ce moment-là. Donc en 1925, il devient professeur de finances publiques à l'université et se remarie l'année suivante. Mais alors, il se remarie et l'année suivante, il perd sa mère, sa femme et leur fils nouveau-né. Voilà. Et il faut savoir que c'est une histoire qui est touchante parce que celle qui l'épouse en deuxième noces, là, c'était la fille de la concierge qui était dans son immeuble à Vienne. Et ça a été la passion de sa vie, et elle est morte en couche très jeune, et il s'en est jamais remis, quoi. Il s'est remarié après aux États-Unis, mais en fait, il a eu un grand amour qui est mort très tôt, voilà. Il l'a eu quand la gamine, je veux dire, il avait 15 ans, quoi. C'était vraiment... Il était laid comme un crapaud. Oui, mais littéralement, vous pouvez regarder sur Internet, c'était
Je pense que ça n'a jamais été un joli garçon. Non, mais il avait il avait un œil ici, un œil là. Il avait une tête de Mongol. De personnes de Mongolie. De Mongolie, et ce qui avait d'amusant, il avait une formule qu'il utilisait toujours, c'est qu'il avait 3 buts dans la vie, c'est d'être le meilleur économiste au monde de tous les temps, et d'être le plus grand séducteur de tous les temps, et d'être le meilleur cavalier de tous les temps. Et il disait, pour les chevaux, j'ai encore du boulot. Hein. Donc il était très drôle. C'est déjà ça. Donc, à partir de 1927 et jusqu'à sa mort, il enseignera à l'université de Harvard, où il s'installe définitivement à partir de 1932, à la suite de la montée des extrémismes en Europe centrale. Donc, comme tu le disais, il se remarie une 3e fois avec une économiste du nom d'Elisabeth Baudy en 1937. Et là, sa réputation internationale prend vraiment tout son essor et ça lui vaut d'être nommé à la Société d'économétrie. Et il devient président de l'American Economic Association en 1948. Alors, si l'on doit revenir sur les ouvrages importants qui ont marqué la carrière de Schumpeter, donc on a en 1939 les cycles économiques par l'innovation, qui était cette grande idée que les cycles, en fait, procédaient par grappes. Il y avait des grappes d'innovation. Et en cela, apparemment, on dit que ça se rapproche des analyses de Kondratev, Juglar... Kondratiev, qui était cet économiste russe qui avait découvert qu'il y avait des espèces de cycles de 50 ans. Et donc, on découvrait par exemple l'électricité, il se passait plein de choses, il y avait de nouvelles inventions qui arrivaient. Ça changeait le paysage économique. Et puis à la fin, il n'y avait plus d'invention, et tout devenait ossifié, et on avait une chute. Donc Kondratiev disait, dans le fond, la croissance économique, ça dure 30-35 ans, puis ensuite il y a 15 ans où on nettoie tous les excès de la précédente croissance économique, et puis il y a une nouvelle grappe d'invention qui arrive, en général d'ailleurs dans les gamelles, parce qu'il n'y a rien de tel qu'un grand coup de pied dans l'arrière pour financer stimuler les inventaires, et puis hop, ça repartait. Donc le cycle de Kondratiev, c'était quelque chose, et le type qui a inventé ça, c'était sous Lénine et sous Staline, comme il disait pas que le capitalisme allait mourir, parce que la thèse c'était la baisse de la rentabilité du capital investi qui a mené à la chute du capitalisme, qui est une ânerie. Eh bien, il a été envoyé, il est mort quelque part en Sibérie, personne ne sait très bien comment. On s'est occupé de lui d'assez près. Kondratiev, pas oui, bien sûr. Donc pour lui, le circuit économique de Schumpeter est caractérisé par 3 choses, la libre concurrence, oui, la propriété privée et la division du travail entre les parties. Entre les parties. En 1942, donc, il écrit l'autre ouvrage fondamental qui est plus grand public que le précédent, qui est donc Capitalisme, socialisme et démocratie, que vous voyez ici. Et il a été inspiré, certains l'ont dit, par Karl Marx, et c'est là où on retrouve cette chose fondamentale qui est donc sa destruction créatrice. Voilà, c'est là où il fait le terme. La destruction créatrice, c'est un petit peu l'application des thèses de Darwin à l'économie, quoi. C'est-à-dire que le capitalisme est un système darwinien et que on se fait matraquer si on a la mauvaise, ou si par exemple on n'a pas de chance. On introduit quelque chose à la veille d'une récession, donc on saute alors que ça l'est repris par d'autres après avec beaucoup de succès. Donc, mais il y a cette espèce de destruction créatrice qui fait qu'il ne peut y avoir croissance que s'il y a destruction. C'est une notion qui rend le capitalisme extrêmement impopulaire. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en général, les secteurs qui sont détruits sont les plus anciens, c'est-à-dire ceux où il y a le plus de monde. Et donc, quand on détruit un secteur ancien où il y a plein de monde, les gens ne sont pas contents dans l'endroit où ils sont détruits. Non, mais surtout, il introduit une notion qui est vraiment fondamentale. C'est surtout, il dit, voilà, ce qui va véritablement faire évoluer la société, ce n'est pas véritablement la modification quantitative, c'est-à-dire que vous pouvez réinjecter tout ce que vous voulez de capital, vous voulez injecter tout ce que vous voulez de force vive, c'est la modification qualitative. C'est-à-dire pas le nombre, il y a quelque chose qui se passe, c'est l'étincelle. C'est l'étincelle de la création, j'appelle ça l'étincelle divine de la création, où d'un seul coup, paf, il y a un gars qui a une idée, qui dit bon sang, mais c'est bien sûr, et ça change. Ce que j'essaie de dire aux gens, c'est quand vous passez de la bougie à l'ampoule électrique, c'est pas une meilleure bougie l'ampoule électrique. C'est quelque chose de complètement différent.
Et ça change complètement la société. Donc il introduit l'espèce de saut qui se passe de temps en temps, quand une nouvelle invention arrive. Et ça, c'est une notion très profonde. Mais en disant que si l'État remet des choses, de l'argent dans le système, et dans un système qui est déjà vieux, ça ne marche pas. Mais ça vient tout à fait de l'école autrichienne. C'est une des grandes thèses de l'école autrichienne que ça ne sert à rien d'essayer de stimuler la demande de façon artificielle, parce que ça marche jamais. Ils disent toujours comment ça s'appelle, le ruissellement. Le ruissellement. Voilà, oui, de dire, parce que l'État va réinjecter... Ça va créer de la croissance. Ça va créer de la croissance. Voilà, ça ne crée rien du tout. En tout cas, moi j'ai montré dans tous mes travaux que plus le poids de l'État dans l'économie augmente, parce qu'il justement il s'endette pour, je ne sais pas quoi, faire des routes, ou dans le meilleur des cas, ce qui se passe, c'est que le poids de l'État dans l'économie augmentant, la charge fiscale augmente, et dans l'État, c'est le seul endroit où il n'y a pas de création destructrice. C'est-à-dire que si l'État se lance dans l'activité économique et que ça ne marche pas, il s'en fout, il continuera à produire des trucs dont personne ne veut en empruntant. Tandis que le capitaliste, lui, quand il arrive à la fin de ses fonds propres, il fait faillite, il plonge. Donc, ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'avant même, c'était une réponse un peu à Keynes, en disant on ne peut pas créer de la croissance artificielle. Voilà. Et en cela, il s'opposait à toute cette époque keynésienne, mais en cela aussi, il se rapproche des Autrichiens. Tout à fait, tout à fait. Donc il a été très influencé par les Autrichiens, il les a tous connus. C'était le bassin intellectuel de l'époque. C'était le bassin intellectuel. Et à ce propos, je voudrais dire quelque chose qui me semble essentiel, c'est que dans l'histoire, de temps en temps, dans une ville en général, toujours, il y a une espèce d'apparition presque spontanée de plein de génies à la fois. Si vous voulez, c'est Athènes de Périclès, ou c'est Édimbourg en 1760, ou c'est Vienne un siècle plus tard. Et on ne sait pas très bien pourquoi ça se passe, mais en général, ça se passe à des endroits où il y a beaucoup de mouvements. J'ai l'impression que dans la création littéraire, artistique, on a un peu eu ça en France, en tout cas à l'époque de Picasso, Cocteau. Enfin, tout le monde. J'ai l'impression que ils se connaissaient tous. Ils se connaissaient tous. Il y a eu ça dans le domaine artistique en France. Et il y a eu ça dans le domaine industriel et des idées en Angleterre en 1780. Tout ça, ça a été le début de la révolution industrielle. Et c'est très intéressant parce qu'on le note, mais personne ne peut l'expliquer. Pourquoi, d'un seul coup, il doit y avoir une espèce de marché ouvert des idées dans ces villes? Parce qu'il faut bien se souvenir que ce qu'était Vienne, c'était donc la capitale de l'Empire, mais l'Empire, c'était du grand n'importe quoi. Vous aviez des Serbes, vous aviez des Hongrois, vous aviez des Autrichiens, qui étaient comme des Allemands, allez. Et vous aviez des gens qui arrivaient, des Polonais, ça arrivait de partout. Et donc vous aviez le choc des cultures qui étaient dans ce même endroit et qui étaient toutes profondément différentes. On a eu certaines qui étaient orthodoxes, d'autres qui étaient catholiques. Et cette espèce de choc des cultures amène à un foisonnement intellectuel. Vous avez aussi beaucoup de juifs. Et par exemple, Vienne, aussi, c'est l'endroit où vous avez eu Stefan Zweig et Mahler et dans la musique. Donc il y a une espèce d'effervescence intellectuelle qui se passe dans ces moments-là, qui est tout à fait extraordinaire, et il en est le pur produit. Il faut savoir que Schumpeter, d'abord, parlait le grec et le latin parfaitement. Parfaitement, il avait fait donc... il paraît qu'il était... il mettait beaucoup de... Enfin, il était très pudique sur son anglais, et il voulait que son anglais soit absolument parfait. Donc il reprenait ses textes, et il ne livrait pas un texte tant qu'à la vie. Il réécrivait, il réécrivait, ce qui lui a valu d'ailleurs, quelque part, même chez les économistes, une excellente réputation, parce qu'on disait, mais surtout sur son dernier livre... Il écrivait très bien. Il écrivait extrêmement bien, et il était, donc son dernier qui est Histoire de l'analyse économique, je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas la partie 1, mais j'ai la partie 2. Il y a eu aussi une partie 3, moi j'ai les 3. Ah, c'est d'une densité. Ah ben c'est extraordinaire, mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce livre sur l'analyse économique, il n'y a pas un mot de trop, et c'est écrit en papier Bible, tout petit comme ça. Et chacun des 3 tomes fait 1000 pages, quoi. Non, mais c'est balèze. Mais alors surtout ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il allait par exemple chercher une théorie économique du Moyen-Âge, d'un gars dont personne n'avait jamais entendu parler, enfin bref. Donc un travail de un travail, il avait à l'évidence lu, et il disait, ça c'est très important, parce que ça a permis d'aller à cette autre idée qui est apparue 50 ans plus tard. Et donc, il a été capable d'établir dans ce livre, qui est en fait pas un livre, qui est une série de notes qu'il a faites pour lui-même, qu'on a retrouvées, je crois, après sa mort. Oui, c'est ça, son épouse qui les a... Qui les a compilées.
Et je crois que ça a été traduit en français à la demande de Raymond Barre, qui a demandé à ce que ça soit traduit en français. Et moi, bon, je les ai dans ma bibliothèque, ces 3 livres, évidemment. Ils sont sur le dernier étage, comme vous pouvez vous en douter, là, les trucs importants. Que personne, Et ce qui est très intéressant, que personne ne lit, sauf moi de temps en temps. Et de temps en temps, quand je cherche quelque chose sur Cantillon, ou je ne sais pas qui, un type qui vivait au XVIIIe, je vais voir, parce que c'est la lecture la plus intelligente qui était faite de Cantillon, compte tenu de ce qu'on savait à l'époque de Schumpeter. Mais il ne tombe pas dans l'erreur de dire c'est une erreur, parce qu'on a découvert quelque chose après qui a prouvé que c'était une erreur. Il comprend très bien comment le gars est arrivé à ce raisonnement. Donc il est capable de s'arrêter, d'arrêter sa connaissance au moment où le gars écrit ce papier. Et il dit ça quand même, c'est une idée très intéressante, nouvelle, qui va réapparaître 100 ou 200 ans après. C'est très marrant parce que c'est un travail intellectuel, mais prodigieux, quoi. Et alors il y a quelque chose d'autre, puisqu'on parlait donc de la différente sorte de croissance, la quantitative et la qualitative. Il définit aussi donc, dans cet ouvrage les 2 sortes d'innovation pour lui, c'est-à-dire les innovations de procédés. Donc ça paraît être par exemple par rapport à la charrue, le tracteur, mais il va y avoir les innovations de produits qui vont créer une nouvelle demande, comme par exemple le téléphone portable ou l'ordinateur lié à Internet, qui pour nous a créé une demande à partir de quelque chose qui n'existait pas précédemment. Exactement, et ça c'est très difficile. Je me souviens quand l'ordinateur personnel est sorti, vous savez, la boîte que vous mettiez sur votre bureau, qui était de la taille d'un petit frigidaire quand même. Moi, je me souviens quand même. J'avais acheté mon premier ordinateur, ça devait être en 80, ça devait être en 78, c'était un Hewlett-Packard. Le bruit que faisait cet engin? Le bruit que faisait cet engin, c'était considérable, et puis c'était gros, puis ça n'avait pas une grosse capacité. Mais quand c'est sorti les premiers, IBM qui dominait complètement le nom de l'informatique, dit mais ça n'intéressera personne d'avoir des ordinateurs à la maison. Parce que ce que faisait IBM, c'est qu'il faisait d'énormes machines dans lesquelles on branchait des terminaux et tout le monde travaillait sur l'énorme machine. Et donc IBM n'a jamais investi dans l'individu. C'est-à-dire que quelque part, une invention change complètement quand elle passe des spécialistes au grand public. Et à ce moment-là, ça fait une espèce d'explosion de la demande absolument gigantesque. C'est ce qu'on a vu pour l'Internet, par exemple. Boum, dans les années 90, on est passé de l'un à l'autre. C'est une vraie explosion. Et l'invention de produits, ça a un effet monstrueux parce que plus le prix de ce produit baisse, plus la demande augmente plus vite que le prix du produit ne baisse. C'est-à-dire que vous pouvez acheter votre ordinateur. Moi, mon premier ordinateur, je l'avais acheté à l'époque, il valait 640 000 francs, ce qui faisait à peu près les 2/3 de mon chiffre d'affaires de l'époque. Donc c'est vous dire que... Mais aujourd'hui, j'aurais plus de capacité de calcul dans un téléphone portable, quand même. Oui, bien sûr. Qui me coûterait 200 ou 300. Donc... Mais le prix a tellement baissé que maintenant, tout le monde peut avoir... Au point que maintenant, on met des jeux dessus. Oui. Oui, tellement... Et donc, c'est-à-dire, c'est même les enfants de 6 ou 7 ans qui commencent à... Et donc, c'est une notion extrêmement importante, cette notion de croissance quantitative ou qualitative. Et ce qui fait la vraie croissance, c'est le qualitatif, c'est l'invention. Oui. Et ça, c'est la grande découverte. Mais en même temps, oui et non, parce que ça a quand même, prenons le tracteur. Oui, ça a eu beaucoup d'effets. Ça a eu beaucoup d'effets. L'automatisation aussi, c'est ce qu'il dit quand il parle de Ford. Il dit, parce que, alors, il classe aussi les entrepreneurs, entre les entrepreneurs qui seraient quelque part des rentiers, qui n'auraient aucune valeur ajoutée, parce qu'il n'y aurait pas véritablement de cette petite étincelle de graine. Oui. Et alors, il dit, pour lui, Ford fait des voitures, et puis un jour, il dit, je vais faire des voitures, et tout le monde va avoir des Ford. Et là, il met le système en ligne, enfin, les voitures avec des chaînes de montage, voilà, avec un Fordisme, justement. Et de ce jour-là, il dit, là, Ford est devenu un véritable entrepreneur qui ne vivait pas de ses rentes et qui a amené... Mais la voiture, on en avait déjà. C'est juste la façon dont il a fait la voiture... Surtout, il a fait baisser le prix donc, qui a permis d'amener... Au plus grand nombre. C'est quand ça arrive au public que d'un seul coup, ça change tout. Et faire de la voiture, tout à coup, un profit pour tout le monde. C'est-à-dire, du coup, ça a pu développer les échanges, ça a pu développer le commerce. Non seulement ça a développé les échanges, mais ce qui s'est passé, c'est que ça a changé la nature des villes. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à avoir les suburbs. Tu sais, oui, parce qu'on pouvait s'éloigner du centre-ville. On pouvait s'éloigner du centre-ville. Et donc, ça a complètement changé la structure des États-Unis. Et ça, et donc, ça a une influence
énorme sur le mode de vie des Américains même. Et alors donc pour lui, pour Schumpeter aussi, ce qu'il faut voir, c'est que le profit, c'est donc la récompense de l'initiative créatrice et des risques pris. Et donc c'est très important de voir que pour lui, et alors c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'à terme, il va dire, Schumpeter va arriver en disant, mais moi je pense qu'à terme le capitalisme mourra. Oui. Le capitalisme mourra, pourquoi? Parce que les entrepreneurs, ceux qui créent, ceux qui ont véritablement une valeur ajoutée, tendent au bout d'un moment à disparaître pour une sorte de manager dans les boîtes qui managent, voilà, qui font leur truc, qui ensuite deviennent des rentiers managers. À ce moment-là, toute innovation est arrêtée, le capitalisme se grippe, et on n'arrive plus à rien, donc à terme... Et on a une crise. Et on a une crise. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas, quand le système peut se rebooter quelque part. Mais pour lui, il arrivera un moment où le système sera tellement ensuqué qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. Alors il est désespéré, hein. Il dit, moi je suis dans l'état d'un médecin qui dit, je suis désolé, mon patient va avoir un cancer terminal, et il dit, moi alors, il était très intéressant, Schumpeter, parce qu'il disait, dans le fond, moi je suis un aristocrate, un peu comme Tocqueville. Il regrette l'aristocratie. Mais il dit c'est la démocratie qui va gagner. Oui. Donc il le constate, il dit elle ne peut pas ne pas gagner, c'est son côté sociologue. Hein. Elle ne peut pas ne pas gagner. Bon, une fois qu'il a dit ça, il dit bon, pourquoi la démocratie va entraîner la mort du capitalisme? Ben, pour une raison très simple, c'est que le capitalisme permet une forte hausse du niveau de vie. Bon, le niveau de vie de tout le monde monte. Et la première des choses que font les gens quand leur niveau de vie monte, c'est qu'ils consacrent de plus en plus d'argent à l'éducation. Et donc, on va créer des intellectuels par dizaines de milliers. Mais il y en a des tas de ces intellectuels qui sont ce qu'il appelle des faux intellectuels, c'est-à-dire des diffuseurs de culture, plus que des créateurs. En tout cas, certainement pas des créateurs. À partir du moment où ces gars-là arrivent au pouvoir, parce qu'ils sont majoritaires, on les appelle les socialistes. Ils prennent les structures de pouvoir. Ils prennent les structures de pouvoir et à ce moment-là, ils les congèlent parce qu'ils ne supportent pas la destruction. Mm-hmm. Et donc... mais de toute façon, le principe de destruction créatrice, dès que tu en parles à n'importe qui, les gens poussent des hurlements. Des hurlements, ils détestent. Donc à ce moment-là, des cris d'orfraie. Donc à ce moment-là, ce personnel qui arrive va augmenter les impôts sur les créateurs pour financer les autres. C'est ce qu'on voit tous les jours en France, hein. Et ce que ça amène, c'est que ça amène automatiquement à l'effondrement et au communisme. Donc, il est quand même rigolo parce qu'il analyse parfaitement le fait que le capitalisme permet une très forte hausse de qui d'abord permet la démocratie, qui permet la hausse des gars qui sont naturellement socialistes et qui vont tuer la poule aux œufs d'or. Et c'est là où il diffère fondamentalement de Milton Friedman, qui lui pensait que les inventions continueraient toujours, parce que l'esprit humain était infini, et qu'on trouverait toujours des trucs, et que le capitalisme resterait démocratique ou crèverait. Et là, ce que disait Schumpeter, c'est non, le capitalisme va amener au socialisme qui amènera à la chute. Mais pour l'instant, quand on regarde il y a 30 ans, j'aurais pensé que c'était Friedman avait raison. Aujourd'hui, avec l'Europe. Avec l'Europe, j'en suis pas si sûr, parce qu'on voit très bien cette espèce de pesanteur extraordinaire qu'il... Donc, ce livre que vous avez là, donc Capitalisme, Socialisme et Démocratie, vous devriez le lire d'abord pour commencer, mais surtout, si vous le lisez, ne lisez pas les 130 ou 140 premières pages. Ah, c'est comme le Hobbit? C'est comme le Hobbit. C'est comme le Seigneur des Anneaux. Parce que son principal ennemi intellectuel, c'était Marx. Et il explique en 130 ou 140 pages. Il démonte bien Marx, hein, les trois premiers chapitres. Il le descend, mais maintenant, on sait tous que Marx marche pas. Oui, donc c'est pas la peine de commencer. À la rigueur, on peut se laisser que ça comme une poire pour la soif. Voilà, rentrer dans la théorie économique, et quand on a envie de dire du mal de Marx, on revient aux trois premiers chapitres. Voilà, c'est ça. Mais à partir du moment où il décrit le capitalisme et son effondrement inévitable, là, ça devient intéressant. Mais il ne le fait pas du tout pour les raisons de Marx. Il le fait simplement parce que le capitalisme est étouffé par les gars qui ont permis la montée dans la démocratie d'une classe qui devient une classe rentière et qui veut plus prendre de risques. Et il était très copain avec Max Weber. D'ailleurs, il faut que tu nous racontes cette anecdote. C'était avec au lui, café. Au café. Ah, c'était à Vienne, et Max Weber est mort vers 1920, je crois. Donc ça devait être à Vienne vers 1918-1919.
Ils étaient dans un café, la révolution russe avait commencé, et Schumpeter était un animal à sang-froid, c'est-à-dire qu'il ne laissait jamais ses émotions, ses passions l'emporter sur son raisonnement. Il était, donc, avec Max Weber et d'autres amis dans un café, il explique donc que la révolution russe allait amener des dizaines de millions de morts, et que c'était pas possible autrement, il explique pourquoi. Et Max Weber, qui était un tendre, si j'ose dire, se met à pousser des cris en disant mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose, mais tous ces pauvres gens. Tous ces pauvres gens, mais tu n'as pas le droit de dire ça, etc. Et il se met vraiment à crier. Alors Schumpeter sort, prend son manteau, sort, et le gars qui raconte cette anecdote sort avec Schumpeter, et lui dit alors qu'est-ce que vous pensez de la discussion? Et il y a Schumpeter qui regarde le gars et qui lui dit j'ai jamais vu un homme aussi bien élevé crier aussi fort dans un café. C'est quand même une belle histoire. Ça donne une idée du personnage, c'est-à-dire qu'il avait une capacité d'analyse prodigieuse, et les conclusions auxquelles il arrivait, même si elles étaient désagréables, parce qu'il dit que lui, il désespérait de l'inévitable prise de contrôle par des capitalistes, par des sensus, quoi, des gens qui servent à rien. Mais il était désespéré. Parce que, dans le fond, le capitalisme, c'est une espèce d'aristocratie, les meilleurs inventeurs l'emportent. Et lui, il était plutôt parti à l'aristocratie, mais il voyait bien que la démocratie allait gagner, quoi. Il avait pas mal de points communs avec Tocqueville dans ce domaine. Parce que Tocqueville aussi se désolait de l'inévitable triomphe de la démocratie. Parce qu'il préférait l'aristocratie, puisqu'il était un aristocrate. Oui. Donc on retrouve chez pas mal de ces grands esprits une espèce de nostalgie de l'aristocratie, qui n'existait pas du tout chez Milton Friedman. Milton Friedman, lui, il voulait parler aux petites gens parce qu'il pensait que si on éduquait les petites gens, eux, ils s'en sortiraient, quoi. Et quand je dis les petites gens, c'est pas du tout péjoratif. Ça veut dire les gens qui se dépatouillent dans la vie pour faire du mieux qu'ils peuvent, quoi. Mais qui ne sont pas grimpés tout en haut de l'échelle. Alors dis-moi pourquoi, pour toi et pour les autres, vous considérez que Schumpeter ne fait pas partie... Alors, les libéraux le classent dans les libéraux, mais à la marge, et l'école autrichienne ne le fait pas membre de leur école autrichienne. L'école autrichienne, c'est encore un autre truc. Ça. C'était des gars qui... Donc dans l'école autrichienne, il y a von Mises, Hayek, Baumbaver, comme ils étaient plusieurs. Ça a été une école qui a duré 40 ans, tous en Autriche. Hein. Et ils écrivaient en allemand. Donc... on peut dire que quelque part, Wicksell était qui était un Suédois, qui écrivait en allemand, il était assez proche de Schumpeter et de l'école autrichienne aussi, donc cette école avait bien essaimé en Europe. Mais l'école autrichienne, ce qui m'a toujours gêné dans l'école autrichienne, c'est le côté quasiment inéluctable. C'est-à-dire quand on lit, surtout les derniers livres de Hayek, son premier livre qui a fait sa célébrité, c'était... la route de la servitude, the road to serfdom, c'est-à-dire comment le socialisme menait inéluctablement au camp de concentration. Ça a été publié à la fin des années 40. Et donc, chez les Autrichiens, il y avait donc une espèce d'automatisme de la destinée. C'était presque marxiste, c'est-à-dire que si on faisait ça, il arrivait ça, puis il allait se produire autre chose. Mais en quelque sorte, l'histoire était certaine. On pouvait comprendre le sens de l'histoire, réinvestir en fonction. Il y avait une inéluctabilité, un peu comme chez les Grecs. Un peu comme chez les Grecs. Il y a un fatum. Il y a un fatum, il y a le karma qui est là. Oui, et puis si on fait ça, on arrive à des résultats. Alors que Schumpeter, justement, en réintroduisant l'individu et en réintroduisant l'invention en critique, permet des espèces de retournements auxquels personne ne s'attend. Quand on passe du charbon au pétrole, ou quand on passe... Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Et donc Schumpeter était beaucoup plus proche de la réalité. Et moi, ce qui m'a toujours gêné chez les Autrichiens, et Dieu sait que je les aime bien, c'est cette espèce de côté... c'est la loi révélée, quoi. On peut pas en diverger, sinon on n'est pas un vrai croyant. La grande invention de Schumpeter, elle est assez simple. C'est que jusque-là, les gens avaient raisonné d'un côté en méthode du capital, de l'autre côté en méthode du travail. Puis si on mettait les deux, on avait de la croissance économique. Bon. Mais ce que dit Schumpeter, il dit c'est pas vrai du tout. Vous avez le capital, le travail, puis vous avez un gars au milieu qui les combine d'une façon originale et qui produit plus de capital qu'il en consomme.
Ça s'appelle le profit. Et donc il dit, il y a 3 joueurs, il n'y en a pas 2, il y a le 3e qui est l'entrepreneur. Et c'est une notion qui a été reprise par un gars qui s'appelait Solow, qui est le prix Nobel d'économie, et qui a fait toute une série de théorèmes pour montrer que ça marchait très bien. Dans les années 55-60. Et donc vous avez vraiment cette différence essentielle, c'est que Schumpeter permet l'intervention humaine, alors que les Autrichiens, comme tu dis, c'est le fatum. Si on laisse... d'ailleurs, le bouquin de Hayek était terrible, parce qu'il montrait très bien comment le socialisme amenait au camp de concentration. Quoi. Mais on ne pouvait pas en sortir. On ne pouvait pas en sortir, c'est-à-dire que, en quelque sorte, chez l'homme, individuellement est libre, mais l'histoire suit son cours indépendant de la liberté des hommes. Parce que chez Schumpeter, c'est les hommes individuellement qui peuvent changer le cours de l'histoire. Donc c'est quand même une sacrée différence philosophique. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Schumpeter parce qu'il réintroduit l'individu au moment où ça compte. Quoi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre d'intéressant sur Schumpeter qu'on n'aurait pas dit là? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Schumpeter? D'abord, c'était un homme extraordinairement cultivé. Donc, comme je l'ai dit, il parlait le grec, le latin, couramment. Quand il est mort, on a retrouvé au pied de son lit, là où il était mort d'un arrêt du cœur pendant la nuit. Oui, il a fait un AVC. Il a fait un AVC. Et on a retrouvé, il était en train de lire les poésies d'Échille dans le texte, quoi, en grec. Donc c'est pas le mec qui lisait, qui faisait des mots croisés, quoi. C'était vraiment... Donc il parlait le français parfaitement, l'anglais parfaitement, l'allemand parfaitement, l'italien, l'espagnol, le hongrois, qui est une langue impossible. Ça, à la rigueur, historiquement, en tant que... Oui, mais c'est une des langues les plus difficiles, le hongrois. C'est un peu comme le finlandais ou le basque, on ne sait pas d'où ça sort. Donc c'était un homme extraordinairement cultivé, et avec énormément d'humour. Et par exemple, il a été reçu par Keynes quand il est parti, il est allé faire un tour en Angleterre. Et Keynes l'a reçu et l'a présenté comme un des 3 hommes qui comprenaient ce qui se passait dans le monde des paiements internationaux. Non, Keynes, pardon, je me corrige. Keynes a dit qu'il n'y a que 3 hommes qui comprennent ce qui se passe dans le monde des paiements internationaux. Donc il y avait Keynes. Et je peux dire rigolant, donc j'ai pensé que j'étais le 2e, quoi. Oui. Et donc il avait pas mal d'humour. Et ils ont été... Et là, Keynes a été sympathique parce qu'il a été très... Quand ils ont eu des ennuis, aussi bien Hayek que Schumpeter, Keynes a été parfaitement courtois et civilisé. Il les a aidés quand ils étaient en Angleterre, il les a aidés à le cas échéant, trouver des cours. Donc, Keynes, c'est pas mon économiste favori, ça va sans dire, mais il s'est comporté comme un gentleman à ce moment-là, quoi. Il aurait pu les ratatiner, mais pas du tout. Il a essayé de les pousser. Donc. Le côté anglais, je suis pas d'accord avec vous. Vous êtes sans doute un imbécile, mais c'est pas pour ça que je vais être désagréable, quoi. On connaît bien les Anglais, ils sont comme ça, quoi. Donc ça, c'est la première des choses. Je crois pas. La grande période de sa vie, ça a été donc d'abord en Autriche, qui était cette capitale de ce merveilleux empire qui était... Et cet empire est peut-être en train de renaître, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quel était le rôle de l'Autriche-Hongrie? C'était de protéger l'Europe, finalement, d'un côté contre les Turcs, de l'autre côté contre les Russes, et du 3e côté contre les Allemands. De la Prusse, c'était quand même l'ennemi numéro 1. Et on a fait, à cause de la diplomatie française, après la guerre de 14-18, le but c'était de détruire l'Autriche-Hongrie, qui était l'ennemi puisqu'ils étaient catholiques. Hein. Ça a été d'une imbécilité rare. Et donc ils ont détruit l'Autriche-Hongrie. Et il faut savoir que dans les années 20, il y a eu une énorme hyperinflation en Hongrie, qui était un peu là d'où il venait, menée par un communiste qui s'appelait Béla Kun. Et c'est là où on a commencé à massacrer des gens sous prétexte du communisme, quoi. Donc il a été extraordinairement violente. Ensuite, il y a eu une révolution en Hongrie, et je crois que c'était un amiral qui a pris le pouvoir et qui a mis tout ce petit monde en tôle. Mais donc il a vu, quand il expliquait à Weber que ça allait mal se passer, et qu'il regardait par rien, ça se passait juste chez lui, quoi. Il était donc
européen, un peu comme... Oui, ça c'est un concept qu'on retrouve dans Stefan Zweig. Exactement. Dans, je ne sais plus comment c'est cet ouvrage où il décrit le monde d'avant. Le monde d'avant, je crois que ça s'appelait comme ça. Qui est un gros livre. Il décrivait ce qu'était l'Europe dans les années 1880, qui était un peu le sommet d'une civilisation, avec tous ses défauts, mais il y avait des gens extraordinairement cultivés. Il y avait un brassage de culture, tout le monde vivait avec les religions des autres sans que ça pose véritablement de questions. Il y avait les milieux sociaux se confondaient les uns avec les autres malgré tout, il y avait une mixité. Il y avait une mixité. Les gens voyageaient beaucoup. On recevait, il y avait un échange intellectuel entre les pays européens. Tous les pays européens. Et chacun se disait, bon, qui allemand, qui français, etc. Mais ils étaient, dans le fond, toute cette élite de l'Europe des années 1880 à 1914 était profondément européenne, mais profondément nationale à la fois. Et donc c'était vers ça que l'Europe d'aujourd'hui aurait dû aller, recréer cette Europe des intelligences. Cette Europe où les femmes allaient toutes faire leur robe chez Patou. Voilà. Mais pas toutes. Il y en avait qui avaient bien du mal à faire les fins de mois, mais en même temps le niveau de vie montait très fort. Donc quelque part, ça a été une période heureuse, quoi. C'est dans le bouquin de Zweig, c'est ce qui ressort. Alors, ils étaient tous jeunes, ils avaient fait des très bonnes études, ils étaient bercés de la culture gréco-latine. Ils étaient tous musiciens, ce que je ne suis pas, parce que pour moi la musique c'est du bruit, mais donc on a eu une espèce d'apogée d'un type humain à ce moment-là. Et des gens comme Zweig, Mahler, Schumpeter étaient les représentants parfaits de ce type humain, et qui a disparu, quoi. Il en reste quasiment plus. Donc ça, c'est quand il est arrivé aux États-Unis, je crois qu'il a été... Je ne crois pas qu'il ait été très heureux. Je veux dire par là, c'est que les États-Unis à l'époque étaient un pays d'abord qui restait assez brutal, assez simpliste. Il était à Harvard. Donc, il était à Harvard. C'était encore un des endroits les plus européens. Le plus européen. Il y avait beaucoup des professeurs. Il y avait beaucoup de professeurs qui étaient reçus. Donc il y avait des échanges. Et puis, donc, il n'était pas dans le Minnesota, c'est ce que je veux dire. Et il aimait beaucoup choquer, parce que justement, les Américains à cette époque étaient très prudes. D'abord très prudes et très... comment on appelle ça? Il ne fallait pas dire des choses... très bordés. Ils étaient très consensuels. Très consensuels, ils ont toujours été aimés. Donc, il y avait ce qui se disait, ce qui ne se disait pas. Même si les lignes ont bougé au travers du temps, il y a des choses d'autrefois qui ne se disaient pas, peuvent se dire aujourd'hui inversement. C'était pas encore les woke, mais c'était la même procédé. Quand il a été élu président de la Société des économistes, à la cérémonie d'inauguration, il est arrivé déguisé en cow-boy, quoi. C'était assez... Quelle andouille, pourquoi? Parce qu'on l'avait dit qu'il était un cow-boy de l'économie, donc... Ah oui, c'est mignon. C'est mignon. Non, mais donc c'était un homme compliqué, mais extraordinairement brillant. À notre époque, il se vaudrait un tweet de Marlène Schiappa, parce que je ne sais pas si tu as vu hier, Zemmour était à je ne sais pas quel salon de l'armement et on lui donnait il aurait fait ça pareil, lui. Et voilà, non mais attends, t'es un salon de l'armement, on te file un truc dedans, tu fais comme n'importe quel petit garçon, Et surtout, il le met sur les journalistes. En disant tampon. Et non, il le met sur les journalistes, et ne vous régalez plus maintenant. Ah ouais, voilà. Non mais faut se détendre. Faut se détendre. Moi j'ai trouvé ça assez drôle, mais il y a des gens qui posent des cris en disant... Des cris d'enfants en disant, mais alors, en plus il n'y avait pas de culasse, donc de toute façon, il risquait rien d'arriver. Oui, on pointe pas une arme, je dis, mais enfin n'importe quel petit garçon a joué à des vies croquettes. Évidemment, et puis on pointe pas une arme, mais on peut la retourner et mettre des coups de crosse. Quand un petit garçon, c'est ce qu'on fait en général. Donc voilà, c'était... mais pour ceux qui veulent mieux connaître Schumpeter, et qui s'intéressent vraiment à l'économie, son histoire des idées économiques est quand même prodigieuse. Ah oui, mais alors, il faut poser des RTT. Hein. D'abord, il faut poser des RTT, et puis en plus, il faut que vous ayez une question.
par exemple, sur Vixel. Alors bon, vous aurez 1 page et demie sur Je ne sais Vixel. pas si c'est un livre, On ne peut pas le lire comme ça. coup, non. Ah non, on le lit. Il faut faire des petites Il faut faire des petites incursions en se disant qu'est-ce qu'en disait Schumpeter. Comme les bouquins de Philippe Nemo. Comme les bouquins de Philippe sur Nemo. le libéralisme au travers du temps. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a 2 tomes aussi avec l'époque médiévale et l'époque actuelle. Voilà, quand je ne sais pas, tout à coup on réfléchit sur la Seconde République, hop, on va relire les passages sur la Seconde République. Mais on ne peut pas se faire... C'est un bouquin de référence, c'est voilà. pas un bouquin on peut le mettre à côté de son lit pour s'endormir quand on veut lire 5 ou 6 pages comme ça au hasard. C'est ce que je fais de temps en temps. Je l'ouvre au hasard et je lis parce que je prends des trucs sur des gens dont je n'ai jamais entendu parler. Donc c'était un esprit prodigieux et il est très différent de notre époque, en particulier des économistes de notre époque. Et là, je voudrais dire quelque chose qui, pour moi, est important, c'est que aujourd'hui, vous savez, aux États-Unis, si vous voulez rentrer à la Banque centrale, ou devenir un homme important à la Banque visiblement, centrale. là, j'ai vu qu'en tout cas pour la Fed, il va bientôt falloir un casier pour rentrer à la Fed. Oui, c'est ça, c'est normal, ça. Quelqu'un qui a trop de pouvoir, la corruption y règne, c'est connu, mais... Maintenant, dans la quasi-totalité des grandes universités américaines, sauf une, pour avoir ce qui serait l'équivalent d'une agrégation d'économie, on n'a plus besoin de prendre des cours d'histoire de l'économie et d'histoire des idées économiques. Si on est bon en maths, on peut... On fait de l'économétrie. On fait de l'économétrie, vous faites des calculs à la noix, avec des chiffres qui ne veulent rien dire, qui sont faits à la cuillère, et vous vous intéressez à la 2e décimale, c'est une bêtise foudroyante. Et lui... Toute sa connaissance venait de son incroyable connaissance de l'histoire économique et de l'histoire de la pensée économique. Donc quand je pense que les gens qui nous gouvernent aujourd'hui ne savent rien sur l'histoire économique et ne savent rien sur l'histoire de la pensée des économistes, je trouve ça, c'est comme si le pape n'avait pas fait sa première communion, quoi. C'est un peu embêtant, quoi. Oui, parce que c'est un Donc il processus. est l'archétype de ce que devrait être un économiste, c'est-à-dire un philosophe, et pas... Un érudit. Il est philosophe, un érudit, et pas du tout un matheux. Oui. Alors qu'il était très, très, très bon en maths aussi, parce que bien sûr, il était bon en maths aussi. Oui, parce qu'il a bossé en économétrie aussi. Et puis il travaillait beaucoup sur les statistiques. Il travaillait beaucoup sur les statistiques. Sur les courbes, les cycles. Les cycles, il a beaucoup travaillé sur les cycles. Mais quand même, ça restait avant tout un homme qui réfléchissait sur la meilleure façon de faire fonctionner une économie. Et là où il était autrichien, c'est qu'il disait que de toute façon, il y a une espèce d'antinomie entre la démocratie et le capitalisme qui fait qu'en fin de parcours, la démocratie gagne et que le capitalisme perd. C'est assez rigolo. Lui était moins sur c'est la faute à l'économie, à la démocratie, que on va voir, les choses vont s'enrayer tout simplement parce que la nature du pouvoir est ainsi faite. Et que quelque part, dans un système qui au début fonctionnait, ce sont les plus incompétents, statiques, qui vont se retrouver à des points de décision et donc ne prendront plus de décision parce qu'ils vont rester statiques. Ou vont prendre des décisions contraires. On le voit par exemple dans la gestion des hôpitaux en France, on le voit dans des choses, on le voit partout. Parce que ça n'est plus l'entrepreneur, donc il n'y a plus d'étincelles, donc quelque part il n'y a plus de vie. Vous avez des systèmes amorphes, encéphalogramme plat. Pour reprendre des idées que j'ai déjà développées ici, il ne l'a pas développé lui parce que c'était... Mais c'est ça, ce qu'on réfléchit, c'est à peu près la même idée. C'est l'idée de Nassim Taleb, c'est-à-dire de dire l'entrepreneur, c'est l'antifragile. C'est-à-dire le gars qui disloque le système existant. Et puis l'étatiste, c'est le gars qui est fragile. Il fait un système qui est parfaitement optimisé dans le meilleur des cas, mais s'il y a un changement qui arrive, tout saute. Donc, ce que dit, sans le dire, Schumpeter, c'est que c'est les antifragiles qui gagnent sur le long terme. C'est les mammifères qui gagnent et pas les diplodocus. Mais les diplodocus rendent la vie difficile aux entrepreneurs le plus qu'ils peuvent parce que ce sont leurs ennemis naturels. Je vais raconter une anecdote qui est très curieuse, c'est que il y a, avant l'élection de Sarkozy, donc il y a quelques années déjà, j'avais été invité par Goldman Sachs à Londres pour présenter 2 gars qui faisaient campagne pour Sarkozy.
L'un, c'était Devedjian et l'autre, c'était le maire de Chantilly. Weurs. Voilà, Weurs. J'anticipe parce que tu cherches toujours son nom, lui. Je cherche toujours son nom, je ne réussis jamais à me souvenir. Oui, c'est un grand échalas. Un grand échalas. Et à un moment, il y a le patron d'un des grands hedge funds à Londres, qui est une immense réussite, qui était français, qui a dit « Mais messieurs, quand est-ce que vous allez changer les choses en France pour que nous puissions revenir travailler en France ?» Parce que c'est notre... Donc avoir des bonnes conditions de travail pour nous. Pour que nous, on puisse contribuer à la vie de la France, etc. Et Weurs a répondu quelque chose qui m'a laissé absolument pantois. Il a dit « Mais enfin, monsieur, vous ne comprenez pas, nous sommes très contents que vous soyez à l'étranger, parce que là, vous représentez la dignité de la France, le succès de la France, etc. » Et je me suis dit « Cette andouille, il est en train d'expliquer que cet entrepreneur qui était riche à milliards sera un danger pour Weurs s'il revenait. » Et donc, il percevait l'ennemi, l'entrepreneur, lui qui était un homme d'État, sans être un homme d'État, mais il était un homme de l'État, mettons, disait « Surtout, ne rentrez pas parce que vraiment, vous nous emmerderiez bien. » quoi. Et c'est ça, dans le fond, qui tue. C'est le type qui dit aux entrepreneurs « Surtout, vous ne venez pas chez nous parce que vous pourriez nous faire de l'ombre. » Et c'est ce qu'on voit. Et ici, j'ai reçu Denis Père il y a quelques jours, qui est un vrai entrepreneur, qui se présente à la primaire... Au Congrès des Républicains. Au Congrès des Républicains, là, pour se faire élire. Et on a longuement discuté. Vous pouvez regarder d'ailleurs. Oui, elle a été mise en ligne hier. Donc quand vous verrez cette vidéo, elle aura été mise en ligne depuis 9 jours. Mais ben voilà, vous voyez la différence, la façon dont Denis Père parle par rapport au discours d'un gars comme Bertrand. Quoi, Et donc, ce que dit Schumpeter, c'est que l'entrepreneur, c'est le sel de la terre, mais que les autres l'aiment pas, quoi. Ouais. Voilà. Oui, surtout en France, il est bien détesté. Bah, écoute, voilà, je pense qu'on a fait un joli petit tour de Schumpeter, que évidemment, tu n'as pas connu, et donc tu as moins d'anecdotes qui te tiennent à cœur que tu n'as pu partager sur Milton Friedman, mais toutefois, je pense que c'était intéressant de revenir un peu pour tout le monde sur ces notions-là, de parler un petit peu de l'école autrichienne, incidemment. C'est celui qui a le mieux compris le capitalisme. Quelle était presque l'essence du capitalisme? C'est la prise de risque. Voilà. Donc écoutez, je suis ravie que vous nous ayez suivis une fois encore. Et j'espère la semaine prochaine, en présence de nos équipes très actives, qui ont tout donné. Qui ont absolument tout... Oui, il n'en peut plus, le pauvre. Oui, il n'en peut plus. Merci encore et à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Merci beaucoup. Au revoir.